On va parler de Niels Bohr, voilà, juste après Einstein, un des prix Nobel les plus connus. Niels Bohr, prix Nobel de 1922 pour ses contributions à la recherche sur la structure des atomes et sur le rayonnement qu'ils émettent. Donc c'est un Danois et c'est un des physiciens à la base de la mécanique quantique. Donc il est surtout connu pour son apport à l'édification de la mécanique quantique, pour lequel il a reçu de nombreux honneurs. Son père était professeur de médecine. Dès 1906, il travaille sur le thème des vibrations d'un jet de liquide. Il reçoit une récompense de l'Académie royale du Danemark. Il obtient un doctorat à l'université de Copenhague en 1911 sur la théorie électronique des métaux, émettant ses premières idées sur la structure atomique. Donc 1911, là, c'est encore la période où on ne sait pas trop si les atomes existent vraiment. Ça commence à devenir une théorie solide, mais on n'est pas encore sûr. C'est vraiment avec la mécanique quantique que ça deviendra acté. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que pour que une révolution scientifique se produise totalement, il faut attendre que l'ancienne génération meure, en fait. Que les vieux chercheurs qui étaient un petit peu arc-boutés sur leurs anciennes visions du monde meurent tout simplement et que la nouvelle génération prenne le pas. Alors, il travaille à l'université de Cambridge avec le professeur Joseph John Thomson, dont on a déjà un petit peu parlé, qui a lui aussi un modèle atomique avec une sphère de charge positive dans laquelle sont plongés des électrons. C'est le fameux modèle du pudding dont on avait parlé quand on avait parlé de Thomson. Mais ce modèle ne satisfait pas totalement son élève, donc Bohr. Bohr rencontre ensuite Rutherford, qui va montrer l'existence des noyaux des atomes, lui. Ah, il a eu le prix Nobel de chimie, peut-être. Ah ouais, il n'a pas eu le prix Nobel de physique. Wow, c'est un truc de fou, ça. Il a eu le prix Nobel de chimie. Ce qu'il a fait, c'est quand même de la physique assez poussée, quoi. Ah, je savais pas. Encore un parmi beaucoup d'autres qui auraient dû avoir le prix Nobel de physique et qui l'ont pas eu. Se basant sur les théories de Rutherford, Bohr publie en 1913 un modèle de la structure de l'atome, mais aussi de la liaison chimique. Donc ça permet d'expliquer comment les atomes fonctionnent, comment les électrons orbitent autour des noyaux, mais aussi ça permet de faire de la chimie, donc de parler des liaisons entre les atomes dans les molécules. Et ces liaisons se font par échange d'électrons. Donc si deux atomes restent collés l'un à l'autre, c'est parce qu'ils mettent en commun des électrons. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette théorie présente l'atome comme un noyau, on a une petite image ici, autour duquel gravitent des électrons qui déterminent les propriétés chimiques de l'atome. Donc on va remplir des couches électroniques. Plus les électrons sont éloignés et plus ils vont avoir un rôle à jouer dans les relations chimiques, dans les réactions chimiques. Alors que les électrons de cœur, proches du noyau, eux, ils vont pas trop jouer de rôle dans la chimie. Les électrons ont la possibilité de passer d'une couche à une autre, émettant un quantum d'énergie, le photon. Cette théorie est à la base de la mécanique quantique. Albert Einstein s'intéresse de très près à cette théorie dès sa publication. Donc c'est la fameuse image de l'atome comme un immeuble avec différents étages et les électrons qui occupent des étages dans cet immeuble et qui peuvent monter sur un étage supérieur, gagner en énergie si l'atome absorbe un photon, et à l'inverse, ils peuvent redescendre en émettant un photon. Ce modèle est confirmé expérimentalement quelques années plus tard. Là, il se marie en 1912, il aura 6 garçons, dont A.G. Bohr, je ne sais pas comment ça se prononce, qui sera lui aussi prix Nobel de physique beaucoup plus tard, en 1975, 50 ans plus tard. Donc on en reparlera d'ici quelques mois. Bohr devient assistant à la chaire de physique de l'université de Copenhague en 1913 en manipulant différentes notions de mécanique classique et de la naissante mécanique quantique. Il obtient l'équation de Bohr, qui est ici, et qui permet d'expliquer le spectre de l'hydrogène. Et c'est, alors je ne sais pas trop selon qui, le résultat le plus important de toute la mécanique quantique, peu importe comment il est analysé. Et vous avez l'énergie qui dépend de plein de facteurs et qui dépend d'un entier surtout. C'est ça qui est important. C'est qu'au lieu d'avoir une énergie qui est continue, qui est distribuée continuellement, elle dépend d'un certain nombre entier, petit n. Donc c'est comme si vous faisiez du lancer de javelot, et au lieu d'avoir un javelot qui peut tomber sur n'importe quelle distance par rapport à la zone de lancer, entre 0 et je sais pas 130 mètres, c'est comme si vous lanciez le javelot et qui tombait à chaque fois soit pile sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, mais jamais sur 50,12, 63,4, etc. Il y a un nombre entier ici qui dicte les valeurs possibles de l'énergie. On dit qu'on a une distribution des énergies qui n'est pas continue, mais qui est discrète. Voilà, c'est le monde discret de la mécanique quantique, par opposition au monde continu de la mécanique classique. Pendant la Première Guerre mondiale, le Danemark est neutre, et Bohr peut rester dans la recherche civile, même s'il est en Angleterre. Il en profite pour peaufiner son modèle atomique, en y introduisant ses idées relativistes quant au mouvement des électrons.
Donc là, on est 9 ans après l'avènement de la relativité avec Einstein. Et ce sera repris par Arnold Sommerfeld. Sommerfeld qui aura aussi le prix Nobel, je crois. En tout cas, il est très connu en physique. Non, il n'a pas eu le prix Nobel. Mais voilà, c'est un grand nom de la physique atomique. En 1916, Bohr devient professeur à l'université de Copenhague dans la chaire de physique théorique. Pendant les années 20, il complète sa théorie parvenant à établir une relation étroite entre le tableau de Mendeleïev, le fameux tableau périodique des éléments, et la structure électronique des atomes. Notamment, il explique que chaque colonne, en fait, ça correspond à un nombre d'électrons qui vont être échangés avec les autres atomes. Par exemple, l'hydrogène, le lithium, le sodium, souvent ils vont être sous la forme soit d'un proton tout simplement, H+, soit Li+, Na+, K+. Donc c'est des atomes qui ont perdu un électron. Ce sont des atomes qui ont tendance à donner facilement un électron à un autre atome. La colonne 2, eux, ça va être beryllium Be2+, Mg2+, Ca2+. Donc eux, ils vont donner 2 électrons. Le bore ici va donner 3 électrons, le carbone 4 électrons, etc. Et eux, plus on est à droite, et plus au contraire, ils sont ce qu'on appelle électronégatifs. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vouloir, ils ont faim d'électrons, ils veulent plutôt les capter plutôt que de les donner. Et donc le chlore, le brome par exemple, le brome, ça va être Cl-, Br-, l'iode, ça va être I-. Et donc ils vont avoir un électron en trop qu'ils auront généralement volé à la première colonne par exemple. Donc par exemple le sodium Na qui va former Na+, il va facilement se lier avec Cl, le chlore. On a Na qui va perdre un électron. Donc il a un certain nombre d'électrons, il va en perdre un, et donc il va devenir Na+. Et le chlore, lui, au contraire, il va récupérer cet électron, il va devenir Cl-, donc moins comme un atome qui a un électron en plus. Et cet électron, en fait, il va servir d'échange entre les deux, et ça va faire une liaison ionique. Et donc ça forme le fameux NaCl, le sel de table. Voilà. Et puis vous avez aussi des liaisons covalentes, où là, il y a vraiment un échange d'électrons qui est complètement mis en commun avec les deux atomes. Alors que là, c'est plutôt Cl qui récupère tout. Et donc, on parlera plutôt de liaison covalente. Voilà, en tout cas, à chaque fois, ça s'explique avec les électrons et leur comportement autour du noyau, grâce au modèle de Bohr. On va déjà un petit peu regarder donc, le modèle de Bohr. Alors, c'est une théorie qui maintenant n'est plus utilisée, mais à l'époque, ça avait permis de comprendre beaucoup de choses. Ensuite, on l'a raffinée en mettant en place la vraie mécanique quantique moderne. C'est pour ça qu'il s'est marqué que c'est une théorie obsolète. Mais ça reste quand même très très bien pour étudier notamment l'hydrogène. Donc ça se base sur le modèle planétaire de Rutherford qui explique qu'il y a un noyau très petit, beaucoup plus petit que ce qui est représenté là, et des électrons autour. Et ça permet d'expliquer les valeurs des longueurs d'onde des raies spectrales. Voilà, on en a déjà parlé un certain nombre de fois. Si vous regardez le Soleil, il y a des trous dans le spectre. Voilà, vous prenez un rayon du Soleil, vous le diffractez avec un prisme, donc vous regardez toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs. Et si vous regardez ça vraiment en détail, il y a des trous, il y a des longueurs d'onde qui ont été absorbées, généralement par les molécules de l'atmosphère, mais aussi par les atomes à la surface du Soleil, et par exemple par l'hydrogène. Donc ici, je ne sais plus où, c'est peut-être la C là, il y a une raie qui est la raie alpha, hydrogène alpha, H-alpha, voilà, c'est celle-là. Et elle est tout le temps à la même longueur d'onde, voilà, 656 nanomètres, donc tout le temps à la même place. Et pour essayer de comprendre pourquoi on a ces longueurs d'onde bien particulières, à chaque fois qu'on regarde un atome d'hydrogène, donc soit en émission ici, soit plutôt en absorption. Vous voyez, c'est le complémentaire. Là, en émission, vous prenez un tube en verre, vous faites le vide dedans, vous mettez un petit peu d'hydrogène, pas beaucoup, et vous mettez une tension électrique. Ça va donner de l'énergie aux atomes, et ils vont rendre cette énergie, mais pas n'importe comment, ils vont la rendre tout le temps avec les mêmes longueurs d'onde ici, qui correspondent au trou de l'hydrogène. Alors, c'est pas forcément celui-là, mais... Donc voilà, vous avez 656 nanomètres, 486... Là, c'est tout le temps les mêmes longueurs d'onde. Vous voyez, on peut faire des tableaux avec. Et on avait accès à l'époque à toutes ces longueurs d'onde et on savait pas trop, pourquoi elles avaient ces valeurs-là. Est-ce qu'il y avait un lien entre toutes ces valeurs? Voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Balmer qui a proposé une formule qui est un petit peu empirique. C'était pas un physicien, Balmer, il s'amusait à essayer de trouver des relations. Ensuite, il y a Rydberg qui a affiné un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 nombres entiers. Et après, il y a Bohr qui a donné son modèle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ça se retrouve grâce à un modèle avec 2 nombres entiers. Et ces 2 nombres entiers, qu'est-ce que c'est? C'est les numéros des étages. Vous avez l'électron qui passe d'un étage à un autre, un système à 2 niveaux, par exemple. L'électron, il est là, et il va descendre. Et l'écart d'énergie ici, c'est tout le temps le même dans un atome donné. Et donc, la lumière qui est rayonnée, elle va avoir tout le temps la même longueur d'onde, donc 653 nanomètres par exemple. Donc, voilà, tous les atomes d'hydrogène ont les mêmes écarts d'énergie entre les étages, et donc ils vont tout le temps émettre les mêmes longueurs d'onde. Et donc, les formules que je vous ai montrées, elles étaient un peu empiriques, ils sont un peu amusés ils sont allés un peu par tâtonnement,
Mais Bohr, lui, il a proposé un modèle un peu plus physique. Voilà, donc c'est Balmer, Johann Balmer qui a fait ça. Voilà, bon, il y a plusieurs manières d'écrire la formule. Voilà, c'est celle-là qui est intéressante, c'est la formule de Rydberg. Et alors j'ai dit qu'il n'était pas physicien, mais apparemment si. Alors peut-être qu'il a fait de la physique après. Bah, c'était plutôt un mathématicien, ouais. Voilà. Il faisait de la géométrie. Moi je confonds peut-être avec un autre. En tout cas, ouais, il travaillait pas sur le sujet précisément, mais il s'est rendu compte qu'il y avait cette relation un peu mathématique. Voilà, donc vous voyez, la longueur d'onde, elle dépend de deux entiers, c'est les deux étages. Et ça fait un peu le lien avec, ça fait complètement le lien avec ce qu'avait fait Max Planck. On avait vu un Max Planck, il avait montré que les objets rayonnaient de manière quantifiée aussi. Donc la lumière, elle pouvait prendre seulement certaines longueurs d'onde à partir du moment où l'énergie est quantifiée. Vous avez des petites billes de lumière, des petits photons. Voilà, si vous n'avez pas ce modèle de Planck, vous ne pouvez pas expliquer le modèle de Bohr avec les électrons dans les atomes. Ok, voilà ce qui nous intéresse. Donc Bohr introduit trois postulats, donc trois hypothèses pour rendre ce modèle compatible avec les observations du spectre de l'hydrogène. Donc voilà pourquoi son modèle a été si salué. C'est parce que ça expliquait les valeurs expérimentales. Ce n'était pas juste une théorie un petit peu abstraite, c'était très concret, on arrivait à expliquer les valeurs du spectre des raies d'émission. Le premier postulat suppose qu'il existe des orbites circulaires stables pour les électrons, c'est-à-dire qu'une fois sur une de ces orbites, l'électron ne rayonne aucune énergie électromagnétique. Alors ça déjà c'est une première rupture avec le monde classique, parce que normalement un électron qui tourne, c'est une particule chargée qui est accélérée. Voilà, sa vitesse change. Là, il a une vitesse comme ça, et là, il a une vitesse comme ça. Donc même si la valeur de la vitesse, la norme de la vitesse ne change pas, il y a quand même une accélération dans ce sens-là. Voilà, avec une force attractive entre l'électron et le noyau, et le proton, par exemple, qui est chargé positivement. De la même manière qu'une planète ou que la Lune, quand elle tourne autour de la Terre, bah, elle est attirée par la Terre, donc elle a subi une accélération vers la Terre, et c'est ça qui fait que bah, elle se déplace pas en ligne droite, elle se retrouve constamment ramenée comme ça vers la Terre. Et donc il y a une accélération. Voilà, quand vous êtes en voiture, vous pouvez accélérer soit dans le même sens que la vitesse, vous allez voir le chiffre du compteur qui va augmenter, donc la norme de la vitesse, on note comme ça, augmente. Mais vous pouvez aussi accélérer en tournant, tout simplement. Si vous tournez le volant, même si sur le compteur c'est la même valeur, vous avez quand même un changement du vecteur vitesse, donc une accélération. Et le souci, c'est qu'en théorie classique, une charge qui accélère, elle est censée rayonner. Voilà, c'est dans la théorie électromagnétique. Elle est censée rayonner de la lumière en permanence, et donc perdre de l'énergie. Et un objet qui a une certaine énergie orbitale, comme ça, s'il perd de l'énergie, eh ben, petit à petit, il va tourner en spirale et tomber sur le noyau. C'est un peu ce qui arrive à la station ISS. La station ISS, hein, elle a une certaine altitude autour de la Terre, mais petit à petit, cette altitude a tendance à diminuer. Voilà, c'est un petit escargot, ouais. L'électron est censé faire l'escargot, effectivement. Et l'ISS, elle a son altitude qui diminue, comme ça, petit à petit, et on est obligé de la relancer assez régulièrement pour éviter qu'elle se crache. Parce qu'il y a des frottements... à cause des quelques molécules d'atmosphère qui restent à 400 km. Il n'y a plus grand-chose, mais il en reste un petit peu. Et donc ça frotte. Et bien ce rayonnement électromagnétique, là, dû à l'accélération, c'est une sorte de frottement aussi. Et donc l'électron, il est censé se cracher. Et donc un électron qui tourne comme ça autour du proton, ça ne plaît pas beaucoup aux physiciens de l'époque, parce que quand tu connais l'électromagnétisme de l'époque, tu sais que ça ne peut pas tenir. Et Bohr, il dit, bah, c'est facile, le problème il va être résolu. Je vais considérer que l'électron, il est sur cette trajectoire, mais il ne rayonne pas. Voilà, dans les atomes, rien ne se passe comme dans le monde habituel. Moi, je décide qu'il n'y a pas de rayonnement et que l'électron il reste sur son orbite stable. Donc ça, c'est sa première hypothèse. Donc là, on voit qu'il commence à y avoir une rupture entre le monde classique et le monde quantique des atomes. Les lois ne sont pas les mêmes. Voilà, il ne décroît pas en spirale et il peut rester indéfiniment sur cette orbite. On appelle ça des orbites stationnaires. Ça, c'est associé à une énergie bien définie de l'électron. Donc si vous voulez, chaque étage, voilà, on peut aussi dessiner l'atome comme ça, hein, comme un immeuble, avec des étages. Et chaque étage, c'est une certaine orbite. Voilà, étage 1, étage 2, étage 3. Une certaine orbite autour du noyau. Alors, ce n'est pas une hypothèse, c'est ce qu'on constate. On constate effectivement que ce modèle-là
colle parfaitement avec les observations. Mais on peut pas observer, on peut pas prendre un microscope et regarder ce qui se passe au niveau de l'atome pour savoir s'il y a de la lumière qui est émise en permanence ou pas. Effectivement, on constate que les atomes ne rayonnent pas en permanence, mais on pourrait se dire que ce modèle est faux et que l'électron il n'est pas en train de tourner. Donc il y a quand même une hypothèse là qui est de dire que l'électron tourne. Ça, a priori, on ne le voit pas, on ne sait pas si les électrons ils tournent ou pas. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Quand on fait de la vraie mécanique quantique, après, on appelle ça des orbitales atomiques, comme orbiter, comme tourner, mais en fait, c'est stationnaire. C'est ce que dit Bohr, il dit que c'est stationnaire. Voilà. Une fois que l'électron il est sur cette trajectoire, entre guillemets, bah, il ne bouge plus, à moins qu'on le fasse monter d'un étage. Voilà, donc chaque étage est associé à un niveau d'énergie. Plus on est loin du noyau et plus on a de l'énergie. Alors il se trouve qu'on prend des énergies négatives pour rendre compte qu'il y a une liaison. Voilà, une liaison, c'est une énergie négative. Ça, c'est ce qu'on fait tout le temps en physique. Et il faut passer vers les niveaux positifs pour que la liaison soit rompue. Ensuite, deuxième hypothèse, l'électron peut passer d'une orbite stable à une autre, donc d'un étage à un autre, en absorbant, si l'atome absorbe un quantum d'énergie, donc un photon. Donc l'absorption fait passer l'électron d'une orbite basse à une orbite haute, à haute énergie. Et l'émission d'un photon, c'est l'inverse, l'électron il redescend à un étage inférieur. Et voilà pourquoi, et ça c'est génial parce que ça explique pourquoi on a les mêmes spectres en absorption et en émission. Ici, là, alors, hop, je ne sais pas si je vais réussir à remplir ça. Ça, c'est le spectre d'émission. Donc, il y a certaines valeurs ici qui ne sont pas émises, qui sont absorbées. Donc, ça, c'est l'absorption. Donc, l'atome d'hydrogène, par exemple, il va absorber tout le temps aux mêmes longueurs d'onde ici. Et maintenant, je regarde l'émission d'un hydrogène. Pour ça, c'est simple, je mets de l'hydrogène devant de la lumière, par exemple, devant la lumière du soleil. À la surface du Soleil, il y a des atomes d'hydrogène. Ils vont absorber certaines longueurs d'onde. Et maintenant, je fais l'inverse, je regarde l'émission. Et vous devinez déjà ce que je vais dessiner là. L'émission, donc vous prenez du gaz dans un tube en verre, vous mettez de l'énergie électrique, et il va émettre de la lumière. Et ben, il va émettre exactement aux mêmes longueurs d'onde qu'on avait observé pour les absorptions. Et ça se comprend bien avec ce modèle de Bohr. Donc on trace l'énergie, les niveaux d'énergie, comme si on traçait un immeuble avec des étages. Soit vous avez une absorption, donc l'électron qui est ici et qui va absorber de la lumière et qui va monter. Et donc il va absorber une certaine longueur d'onde qui correspond à cet écart d'énergie avec la relation de Planck. La relation de Planck, c'est E égale H nu. Donc H, c'est une constante, ça vous dit que l'écart d'énergie, là je peux mettre un delta E, il est directement relié à la fréquence, donc à la longueur d'onde. Donc de l'hydrogène, les écarts d'énergie, l'immeuble il est fixe si vous voulez. Les écarts d'énergie sont fixés. Donc là, la fréquence, la longueur d'onde, c'est tout le temps la même. Et l'émission, vous avez donné de l'énergie à l'atome. Ça fait monter les électrons au niveau supérieur. Et spontanément, ces électrons vont redescendre. Il y a une place de libre là. Et les systèmes physiques ont tendance à aller vers les niveaux d'énergie plus bas. Donc l'électron, il va redescendre tout seul. Donc il va perdre de l'énergie. Mais vous savez, l'énergie, elle se conserve. S'il y a quelque chose qui perd de l'énergie, elle est forcément gagnée ailleurs. Elle est récupérée ici sous forme de lumière. Et donc l'atome, il va émettre de la lumière. Et à quelle fréquence? Exactement. Je fais exactement le même calcul, là. On peut réécrire la même chose. C'est les mêmes écarts d'énergie. Donc c'est les mêmes fréquences, c'est les mêmes longueurs d'onde entre l'absorption et l'émission. Donc voilà ce que le modèle de Bohr permet de conclure, d'expliquer. Donc ça déjà, c'était révolutionnaire d'arriver à expliquer tout ça. Et en plus, il fait un calcul précis et il trouve ce qu'on a donné là, il trouve exactement les bonnes valeurs, vraiment à la virgule près. Donc c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Malheureusement, ça ne marche que pour l'hydrogène. Après, pour l'hélium, le lithium, il faudra faire des choses un peu plus compliquées. Et le troisième postulat, la troisième hypothèse qui lui permet vraiment de faire les calculs précis, c'est ça. Il va supposer que ce ne sont pas les niveaux d'énergie qui sont quantifiés, un peu comme le lancer de javelot là, qui ne pouvait prendre que des valeurs discrètes, 10, 20, 30. Souvent, on constate que l'énergie, elle est quantifiée. Mais en fait, lui, il va quantifier plutôt le moment cinétique. Donc, c'est une notion un peu plus compliquée. En gros, ça décrit à quelle vitesse tourne l'électron autour du noyau. Le moment cinétique, c'est, on note L, c'est, vous prenez un objet ici, qui a une certaine distance R du centre. Vous faites la masse de l'objet fois cette distance R par rapport au centre. Et il va à une certaine vitesse, vous multipliez par la vitesse. Alors, vous faites ce produit-là. Eh bien, il se trouve que ce produit, il est conservé, un peu comme l'énergie. Et c'est ça qui fait que les patineurs artistiques, quand ils tournent sur eux-mêmes, d'abord, ils écartent les bras.
Donc le rayon ici est grand et la vitesse de rotation, elle est plutôt petite. Donc il tourne sur lui-même assez lentement. Et ensuite, il resserre les bras. Voilà, il resserre les bras. J'essaie de dessiner ça comme ça, là. Voilà. Et ils se mettent à tourner beaucoup plus vite parce que le rayon a diminué, mais ce produit doit rester constant. La masse, elle reste constante, hein. Donc si le rayon diminue, c'est que c'est la vitesse cette fois qui doit augmenter. Et donc c'est ce qui fait aussi que les planètes, les comètes par exemple, quand elles arrivent près du Soleil, elles sont loin avec un rayon élevé et une petite vitesse. Et quand elles passent près du Soleil, hop, elles accélèrent comme ça. Elles ont une trajectoire comme ça, assez lente, et là, pouf, ça accélère d'un coup. Donc, dès que le rayon est petit, la vitesse doit être grande. Ça, c'est la conservation du moment cinétique. Et donc, Bohr, lui, va dire que ce moment cinétique, c'est une certaine constante qui est liée à la constante de Planck dont on a parlé, là, divisée par 2π, fois un entier n. Voilà. Et c'est ça la mécanique quantique, c'est cet entier-là. Le fait de quantifier les grandeurs, on quantifie, on donne des quantités fixes, d'où le nom mécanique quantique. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. Voilà, masse fois rayon fois vitesse, le moment cinétique. Donc voilà les apports, l'apport principal de Niels Bohr, le modèle de Bohr. Et après, il a eu des discussions assez philosophiques avec Einstein notamment. Ils vont beaucoup parler des conséquences de la mécanique quantique, notamment ce qu'on a dit là, le fait que les lois soient pas du tout les mêmes que dans le monde physique. Il va parler du principe de complémentarité, notamment. Donc ça explique notamment la dualité onde-corpuscule. Le fait qu'un objet puisse être à la fois une onde et une particule. Voilà, c'est lié au concept de taoïste un peu, où il y a à la fois l'ordre et le chaos dans chaque élément. Philosophiquement, ça vient un peu de là, où la nature des objets n'est pas déterminée en eux-mêmes. Ça dépend de la relation qu'on a avec eux. Donc, suivant l'expérience que vous faites, un électron, il va se comporter plutôt comme une onde ou plutôt comme une particule. Pareil, un photon, plutôt comme une onde. La lumière, ça va être plutôt une onde ou plutôt un ensemble de particules. D'une certaine manière, la lumière, c'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend de ce que vous en faites, en fait. Voilà, c'était ça un peu l'idée derrière le principe de complémentarité. Heisenberg, qui était un très grand ami de Niels Bohr, va beaucoup réfléchir là-dessus aussi. Donc il rencontre Einstein en 1927 et ils vont beaucoup discuter de tout ça, des implications de la mécanique quantique. Pour Einstein, c'était pas satisfaisant, il manquait l'aspect statistique notamment, l'aspect aléatoire, ça lui plaisait pas. Et donc il pensait que c'était une approximation de quelque chose de plus profond. Et Bohr, lui, il disait non, non, c'est une théorie achevée. Pour l'instant, c'est la théorie ultime qu'on a sur les atomes. On ne trouvera pas mieux. C'est la théorie, elle est cohérente. Elle a des statistiques, elle a de l'aléatoire, mais c'est comme ça, c'est le monde qui est comme ça en fait. C'est la nature qui est aléatoire. Et Einstein, lui, il n'aimait pas du tout cette vision des choses, et donc ils ont beaucoup débattu là-dessus. Avec la fameuse phrase Dieu ne joue pas au dé d'Einstein, et la réponse de Bohr qui êtes-vous Einstein pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ensuite, il théorise un peu plus comment le noyau atomique fonctionne, avec le modèle de la goutte. Ça, peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Il y a un atome, le bohrium, qui a été nommé en son honneur. Et après, l'héritage philosophique, c'est ce que je vous disais avec le fait d'accepter que la nature se comporte complètement différemment de l'intuition qu'on peut en avoir. Ce qu'on dit souvent, c'est que notre intuition, la manière dont notre cerveau est construit, c'est basé sur nos sens, sur ce qu'on voit à notre échelle, et on a du mal à appréhender instinctivement et à accepter les lois du monde quantique, parce que on n'a pas été créé pour comprendre ça, quoi. Et donc il faut se forcer à faire des mathématiques, à avoir une approche un peu plus rationnelle, et ne pas se baser sur son intuition, parce que ça fonctionne pas pour comprendre le monde des atomes. Voilà, avec le débat EPR, pareil, ça on en reparlera. Voilà, c'était Niels Bohr, prix Nobel de physique de 1922. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, c'est un domaine de la physique que j'aime beaucoup. C'est les débuts de la mécanique quantique où c'est encore pas philosophique, mais on réfléchit beaucoup au concept, alors qu'après, ça devient beaucoup plus calculatoire et mathématique. Et les questions d'interprétation ne sont pas toujours acceptées comme étant des questions physiques, des questions scientifiques. Et souvent, ça arrive que des physiciens disent non, mais arrêtez de vous poser des questions. Si vous voulez faire de la physique, il faut faire les calculs, il faut faire les mathématiques.
Et il y a un peu une phrase qui caricature ça, c'est shut up and calculate. Donc tais-toi, ferme-la et fais les calculs. Et en gros, ça désigne l'attitude de ne pas passer des heures et des heures à philosopher, et à plutôt essayer de mettre en application les lois de la mécanique quantique. Parce qu'effectivement, si on veut construire des technologies sur la mécanique quantique, ce qui a été fait tout au long du XXe siècle, il faut pas passer sa vie à se poser des questions philosophiques, il faut faire les calculs, et il faut construire les machines. Mais c'est vrai que ben, il y a quand même des questions qui se posent parce qu'il y a cet aspect qui n'est pas intuitif. On est à la fois heurté par les implications et en même temps fasciné par ce monde complètement nouveau avec des lois complètement nouvelles. Voilà, le fait que les particules n'aient pas vraiment de position, qu'elles soient dans deux états en même temps, le fameux chat Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Voilà, il y a plein d'expériences comme ça qui sont très, très bizarres en mécanique quantique. Et on aimerait bien pouvoir pas seulement les décrire mathématiquement, mais aussi voilà, l'intrication. On aimerait bien ne pas se contenter juste des calculs, mais aussi d'avoir une compréhension intuitive de ce qui se passe. Et ça, malheureusement, c'est assez compliqué. Ouais, l'intrication, c'est très contre-intuitif aussi. Le fait qu'il y ait des choses non locales qui se passent à distance comme ça,